Bonjour à tous, chers amis du GES que nous représentons aujourd'hui sous l'égide de la SFCR. J'ai le grand honneur de présenter, que vous connaissez déjà, le professeur Jean-Marc Vital, notre ancien président, à la fois du GES et de la SFCR. Donc, juste quelques mots. Monsieur Vital est PU d'anatomie, professeur d'anatomie. Il a dirigé l'un des premiers services de France de chirurgie du rachis à Bordeaux, CHU de Bordeaux. Il est membre de l'Académie nationale de médecine, de l'Académie de chirurgie, président du GES, ancien président de la SFCR. Il a travaillé sur pratiquement tous les sujets de la chirurgie du rachis. Il a publié avec son équipe et beaucoup sur les liens entre l'anatomie et la chirurgie du rachis. Donc aujourd'hui, il nous parlera du cartilage de croissance et de son intérêt pour la déformation rachidienne. Monsieur Vital, la parole est à vous. Merci Federico, merci Emmanuel, merci Isabelle Courtois pour votre invitation. Donc, je vais effectivement vous parler, ça va être un petit peu simple, on va dire, c'est plutôt pour les plus jeunes, de cette anatomie de croissance rachidienne avec des applications en pathologie. Vous avez vu que j'ai mis Alain Di Meglio, j'ai beaucoup travaillé avec lui là, sur ce sujet, donc je ne peux pas faire autrement que de le mettre comme co-auteur. Alors, ça devrait avancer en appuyant à droite en principe, hein. Ah, cette lettre, c'est pas branché, sinon je vais faire avec l'ordinateur, hein. Marche. Donc, on va commencer d'abord par l'embryologie, c'est-à-dire la formation et la croissance prénatale. Alors, ce n'est pas compliqué, il y a trois tissus fondamentaux qui vont constituer ce qu'on appelle le bouton embryonnaire. Vous voyez donc le mésoderme qui ne participe pas trop à la formation de la colonne contenant contenu. L'ectoderme qui, vous le savez, donne le tissu cutané, mais qui donnera le tissu nerveux, donc le contenu. Et donc le mésoderme, non pardon, le mésoderme qui va participer à la constitution de la colonne, pardon, c'est l'entoderme qui ne constitue que les viscères, qui ne sera pas impliqué. Donc là, on est déjà au 16e jour et on voit donc ces trois tissus qui se présentent au niveau de ce bouton embryonnaire, donc ectoderme, mésoderme, entoderme, entre les deux cavités qui entourent ce disque embryonnaire. Alors, on a une structure qui est faite de somites, donc on a en bleu donc le tissu nerveux avec en extrémité crâniale ce qui va devenir l'encéphale. On a ces somites qui sont de part et d'autre de ce tube neural. Là, on est à droite, on est en microscopie électronique. Donc, on voit que les somites qui sont constitués de trois portions, trois parties, on va dire, le dermatome qui donnera le tissu sous-cutané, le myotome qui va donner les muscles des membres et de la colonne, et le sclérotome, c'est le sclérotome qui donne naissance aux vertèbres, donc est une sous-partie, une partie, on va dire, des somites. Donc, si on fait une coupe axiale au niveau de ce bouton embryonnaire, on s'aperçoit donc qu'il y a un élément essentiel qui est la notocorde, hein, qui est présenté ici. On dit que c'est quasiment le chef d'orchestre de la formation de la colonne. En fait, on s'aperçoit qu'autour de cette notocorde, il y a une hypertrophie, une multiplication cellulaire. Et vous voyez, il y a une hypertrophie donc, au niveau donc, de l'ectoderme ici, qui commence à s'hypertrophier et à s'incurver. On sent que ça va devenir progressivement le tube neural. Et puis là, on voit les sclérotomes qui sont ici, qui sont à proximité de la notocorde et qui s'hypertrophient donc à partir des somites. On est au 19e jour, c'est-à-dire très précocement après on va dire la fécondation. Donc, on sait que le contenu se forme et évolue plus vite que le contenant. C'est très classique. Ce contenu, vous voyez, au départ, c'est une plaque qui va progressivement, donc, on le voit très bien, s'incurver, devenir gouttière, avec déjà, on voit assez vite l'apparition donc, des ganglions qui sont aux limites de la gouttière. Et puis, très, très rapidement, le tube est formé avec les ganglions qui sont sur le côté, alors que vous voyez que les vertèbres n'ont quasiment pas bougé, hein. Les futures vertèbres, le sclérotome n'a absolument pas bougé. Donc, on a une moelle épinière et des ganglions qui sont très, très vite formés. Alors, la moelle va être donc, elle est représentée ici en bleu, elle va être très vite entourée par cette vertèbre qui est à ce stade-là mésenchymateuse ou mésodermique. Et on sait qu'il y a, autour d'ailleurs de la notocorde, des noyaux qui vont apparaître. Donc des noyaux du centrum ou du corps vertébral, donc deux noyaux. Des noyaux des bourgeons costaux, de l'arc neural en arrière, qui va d'ailleurs se fermer, et des noyaux des bourgeons costaux qui donneront les côtes ou les transverses en région lombaire.
Donc, vous voyez que ça se constitue autour de la moelle épinière qui, à tort, a été coloriée en bleu. Normalement, on aurait dû la colorier en jaune. Alors, on a toujours cette notocorde qui est ici, qui va, vous le savez, quasiment disparaître. On estime qu'elle va rester au niveau du nucléus. Si elle reste au niveau des corps, c'est pas très bon parce qu'on sait que les chordomes viennent de cette notocorde. Ça peut être des tumeurs un peu agressives. Donc là, pour le moment, on l'a encore sur ce schéma-là, on l'a encore mise en place. Vous voyez, elle est en place au niveau du centrum à droite. Alors, étant donné que le contenant est formé avant le contenu, il y a ce qu'on appelle un décalage médulo-vertébral qui est très classique. C'est-à-dire que chez l'embryon, ben, la moelle va jusqu'au bout de la colonne vertébrale. Chez le nouveau-né, c'est intéressant, on voit que le cône médulaire se projette en L3. Et chez l'adulte, on estime que le cône médulaire se projette dans 80% des cas en L1, parfois un peu au-dessous, mais dans 80% des cas en L1. Alors ça, c'est très intéressant de montrer que s'il y a un bug dans l'embryologie, il va y avoir des pathologies de gravité différentes. C'est ce qu'on appelle cet ensemble de pathologies avec des gravités qui vont du plus bénin, du plus trivial à gauche au catastrophique à droite. Ça s'appelle la dysgraphie neuroectodermique. Il va y avoir un problème qui va s'activer. En fait, le point commun, c'est qu'il y a un spina bifida. Voilà. L'arc postérieur, l'arc neural ne s'est pas fermé. Mais à des moments différents. Si ça survient très tôt, alors, il y a certains auteurs qui ont démontré que chez la femme, c'était un choc affectif, un choc physique. Il y a des fois des histoires un peu curieuses sur le pourquoi de l'anomalie congénitale. Ça peut être à discuter. Mais si ça survient très tôt, vous voyez, le tube neural ne s'est même pas fermé et c'est évident que l'arc neural ne va pas passer autour du tube neural pour le fermer. Donc, on est dans la situation catastrophique du spina bifida à moelle ouverte. On dit souvent qu'il vaut mieux faire un diagnostic en échographie prénatale pour proposer éventuellement une interruption de grossesse. Si ça survient un peu plus tard, alors donc vous avez le schéma qui est ici. Si ça survient un peu plus tard, eh bien on a le tube neural est formé, l'arc neural n'est toujours pas fermé, mais on a cette poche méningée qui fait partie un peu de la formation de l'ensemble du contenu. On a ce qu'on appelle le méningocèle. C'est déjà moins grave parce qu'il n'y a pas de trouble neurologique et ce sera opéré assez rapidement. Si par contre, ça survient un peu plus tard, la dure mère va se fermer, mais elle peut communiquer avec la peau, et c'est ce qu'on appelle les sinus dermiques, donc il faut faire le diagnostic précoce. Et puis tout à fait à la fin, tout va bien, le tube neural est formé, la dure mère est bien formée, mais l'arc neural ne s'est pas formé. C'est le spina bifida occulta qui est le diagnostic radiographique souvent, hein. C'est totalement asymptomatique et on fait le diagnostic seulement sur la radio. Donc c'est quand même l'embryologie qui permet de voir c'est de comprendre ces différents stades qui sont du plus grave à droite au plus bénin à gauche. Alors, si on s'intéresse maintenant à la vertèbre, cette vertèbre va toujours évoluer comme dans tout le système locomoteur au travers de ce qu'on appelle une ossification enchondrale. C'est-à-dire qu'on a trois tissus qui vont successivement se remplacer. Au départ, on a des tissus mésenchymateux ou mésodermiques, qui va devenir du tissu cartilagineux, qui va devenir du tissu osseux. C'est ce qui est représenté ici sur ce schéma, hein. Donc, vous avez une vertèbre mésodermique en jaune qui va progressivement devenir bleue parce qu'on voit les noyaux qui sont d'abord des noyaux cartilagineux, en fait. C'est des noyaux corporéo-cartilagineux qui sont au niveau des bourgeons costaux, de l'arc neural. On voit que le bleu remplace le jaune et puis on voit apparaître du rouge et le rouge, c'est de l'os. Ce sont des noyaux d'ossification primaires ou primitifs. Donc il y en a deux, on l'a dit, deux au niveau du corps vertébral, du centrum, deux au niveau des bourgeons costaux et deux au niveau de l'arc neural, hein. Voilà, les deux noyaux ici, les deux noyaux ici. Et on voit que progressivement, l'os va remplacer le tissu cartilagineux. Alors, ces noyaux, ils apparaissent assez tôt, in utero. Il y a une cinétique, notamment en région thoracique. On estime que le noyau central corporéal apparaît à 3 mois de la vie in utero. Celui de l'arc neural à 2 mois et le costal peut-être entre les deux. Donc, on peut voir ces noyaux si on faisait des radios. On ne les fait pas trop, mais on pourrait les voir sur un fœtus. Alors, premier schéma d'Emilio, vous allez en voir beaucoup passer, bien entendu. Il est intéressant. Alain donc compare, enfin met en place la période embryonnaire où la vertèbre, vous voyez, est totalement mésodermique. Puis la période fœtale, on l'a compris, elle est cartilagineuse, elle commence à devenir osseuse. Et puis la période postnatale où tous les cartilages vont progressivement disparaître et évidemment, on va décrire leur action.
Alors, c'est des phrases hein, d'Alain. Le rachis, c'est une mosaïque avec plus de 130 plaques et noyaux de croissance. Donc, c'est grande fragilité, grande malléabilité. Et cette ossification donc, démarre à 2-3 mois in utero et se termine bien tard, notamment à la fin de la puberté. Alors, un petit mot sur cette formation vertébrale avec l'éternel problème, comment peut-on faire comprendre aux étudiants qu'il y a 8 nerfs cervicaux et que 7 vertèbres cervicales? Alors, c'est peut-être une des explications. Vous savez, il y a un phénomène dit de resegmentation qui est un peu compliqué à expliquer, d'ailleurs qui est même discuté au niveau des anatomopathologistes, mais il faut savoir qu'il y a une vertèbre qui est le proatlas qui va s'accoler à la base du crâne, donc il va y avoir une disparition d'une vertèbre par rapport au nombre de vertèbres initiales. Il y en a 7, simplifié, en cervical, mais il y en a une qui va se coller à la base du crâne. Donc on a 7 vertèbres cervicales et 8 nerfs rachidiens cervicaux. C'est comme ça qu'il faut apprendre les choses et c'est dû à ce phénomène probablement de resegmentation au niveau de la base du crâne. C'est dit, c'est pour donner quelques explications. Alors après, il va y avoir donc cette croissance rachidienne qui existe déjà presque in utero et qui se poursuivra après. Donc, il va y avoir une croissance antérieure qui dépend principalement du noyau d'ossification primaire, une croissance postérieure qui dépend du noyau d'ossification de l'arc neural. Dans le plan coronal, il faut que cette croissance soit symétrique. Si on a, c'est pour faire des applications pathologiques. Alors, je vais donner 3 petites photos sur les principales malformations congénitales, bien entendu, hein. Donc, on a ce qu'on appelle dans les malformations congénitales des troubles de la segmentation. Troubles de la segmentation au niveau des noyaux du corps, donc ça va donner des déformations symphosantes. Ce qu'on appelle la barre antérieure, trouble de segmentation au niveau des arcs postérieurs, ça donne ce qu'on appelle donc une barre postérieure avec une déformation lordosante qui est un peu plus rare. Et puis, on peut avoir des barres à la fois corporéales ou sur les arcs postérieurs qui sont donc asymétriques et ça va donner donc une déformation scoliotique. C'est assez simple. Ça, c'est les troubles de la segmentation. Et très schématiquement, on a ce qu'on appelle aussi les troubles de la formation. C'est-à-dire qu'on va avoir un noyau, notamment du centrome, qui est en excédent. Et donc, on distingue, c'est le lit des hémivertèbres. Je ne vais pas vous faire un cours sur les hémivertèbres, ce serait trop long, mais il y a 3 types d'hémivertèbres qui sont représentés ici. Celles qui sont donc libres et donc non fusionnées, qui sont probablement les plus agressives, celles qui sont semi-fusionnées et celles qui sont fusionnées, qui sont les moins agressives à distance. Voilà, donc ça, c'est uniquement pour parler des déformations congénitales. Alors, qu'est-ce qui se passe après la naissance? Parce que la vertèbre n'est pas totalement ossifiée. Eh bien, après la naissance, il y a quand même ce qu'on appelle des structures d'ossification, des noyaux ou des cartilages de croissance. Alors, il y en a 2 principaux, et comme maintenant on intègre la vertèbre pelvienne dans la colonne vertébrale, le bassin, hein, la vertèbre pelvienne, je parlerai un petit peu de l'ossification pelvienne qui permet de suivre l'évolution de l'enfant. Donc on a le cartilage neurocentral qu'on a pas mal étudié à Bordeaux, le listel marginal au niveau des plateaux vertébraux, et puis on parlera après de l'anneau pelvien. Là, vous avez ces deux cartilages qu'on peut dire secondaires. Le cartilage central, vous voyez, il est à la jonction entre le noyau d'ossification primaire et le noyau de l'arc postérieur. Il est là. Il est vertical. Et le listel marginal, il est au niveau à proximité des disques, là, au niveau des futurs plateaux cartilagineux. Il est ici. Donc ça, c'est un dessin de Schmorl, qui est une référence hein, d'un Allemand donc de 1932. Alors, on va commencer par décrire ce cartilage. On l'appelle cartilage intermédiaire, donc entre le noyau du corps et de l'arc postérieur, intermédiaire de Schmorl. En fait, il est fait de colonnes cellulaires qui sont face à face. On dit que c'est un cartilage bipolaire, à l'opposé des cartilages qu'on a au niveau des épiphyses, qui sont monopolaires, avec des colonnes cellulaires. Il y a une multiplication de cellules, puis une calcification progressive, puis une disparition. Donc, c'est très, très original. C'est un cartilage bipolaire. En fait, il n'existe que là et qu'au niveau du fond du cotyle. On verra que le cartilage en Y, au fond du cotyle, est aussi un cartilage bipolaire. Et on le voit peut-être, alors on le voit là ici très précocement, ici à gauche, puis les vertèbres évoluent, là on voit ces colonnes qui se font face à face, en fait en étant dans le noyau d'ossification du corps et de l'arc postérieur, et puis finalement il disparaît, ça devient de l'os, il disparaît quand il a fait son action. Donc ça c'est sa caractéristique, dont on va dire histologique. Alors, on l'a étudié à Bordeaux sur plusieurs pièces parce qu'on a beaucoup collaboré avec l'équipe de Canadel et de Béguiristin à Pampelune. Vous avez des pièces très nombreuses de vertèbres d'enfants d'âge différents. Donc, on voit qu'il y a un ordre de fermeture de ce cartilage. Alors, en C, c'est cervical, T, thoracique, L, lombaire. En fait, on a démontré qu'il se fermait en premier
donc au niveau cervical, puis en lombaire, puis en thoracique. C'est au niveau thoracique qui se ferme en dernier. Alors c'est justement, ça c'est, un enfant assez jeune qui était scoliotique avec une courbure. Alors il faut bien comprendre que là, c'est une scoliose, à convexité donc droite. On voit très bien les cartilages et on voit qu'ils sont assez ouverts, hein, ils sont ici, vous voyez? Et on verra qu'il y a une asymétrie de fermeture et puis sur le même enfant, vous voyez en lombaire, le cartilage quasiment n'existe plus. Donc il y a une cinétique de fermeture, donc les thoraciques et les vertèbres thoraciques, les cartilages thoraciques se ferment plus tard que les cartilages lombaires. Alors, vous voyez, on avait une longue série de pièces anatomiques, puisque l'épouse de José-Louis Begristin était anatomopathologiste avec des âges différents. En fait, on avait 20 pièces anatomiques d'âges différents et on a pu les étudier. Alors, vous voyez, c'est très intéressant. Là, vous avez déjà une vertèbre d'un nouveau-né. Évidemment, le cartilage, à cet âge-là, il est très large. Mais ce qu'il faut absolument voir, c'est que le canal rachidien est quasiment plus grand que le corps vertébral à cet âge-là. C'est incroyable. Il va y avoir une différence de croissance entre le canal rachidien qui va avoir ses dimensions très vite fixées, et ça va dépendre du cartilage central, et le corps qui va continuer à grandir. Déjà, vous voyez, à 6 ans, on voit que le corps est quand même plus long en sens antéro-postérieur que le canal lui-même, et on voit évidemment que le cartilage est moins épais, et puis là, il a quasiment disparu à 12 ans, il est quasiment invisible. Voilà, alors on a démontré sur ces vertèbres d'âge différents, donc par définition, l'épaisseur diminuée, puisque le cartilage disparaît et est remplacé par de l'os. Et pour montrer cette différence de croissance entre le corps et le canal rachidien, ben, on a fait ce rapport, on a pu en faire d'autres, hein. Donc le point AC, c'est la dimension antéro-postérieure du corps vertébral sur AB, où on intègre le canal rachidien, et on voit que ce rapport, au fur et à mesure que l'âge avance, augmente parce que le corps grandit plus que le canal rachidien. Là, vous avez une vertèbre de lombaire de 10 ans. Là, vous avez une vertèbre thoracique de 16 ans. Alors, ça, c'est des endroits différents, mais on voit qu'il y a une distorsion là, entre les dimensions du corps et du canal rachidien. C'est ce rapport qui a été étudié. En fait, on s'est rendu compte aussi que si on étudiait bien l'orientation de ce cartilage, on avait l'impression qu'il s'horientalisait un peu avec le temps. Ça, c'est moins important. Alors, vous voyez, on a fait, ça, c'est des coupes scanographiques de pièces anatomiques. En scanner, cette structure est parfaitement visible, hein. Le cartilage central est parfaitement visible dans le plan sagittal, on le voit très bien ici, et dans le plan horizontal à différents niveaux. Et on le voit, alors ça c'est sur un patient, on le voit comme un reliquat très tardivement. Oui, on a gardé cette radio, on est tombé par hasard, hein, c'était quelqu'un d'asymptomatique, mais il y a des traces de ce cartilage, même chez des sujets qui sont adultes jeunes. Alors, à quoi sert ce cartilage neurocentral? C'est ça la question. Bien, on estime qu'il contrôle quand même partiellement, puisqu'évidemment, il y a le noyau d'ossification primaire, il y a les plateaux vertébraux, les listelles qu'on va voir après, qui vont participer à la croissance en hauteur du corps, mais il participe un peu à la croissance en hauteur de la partie postérieure du corps vertébral. On verra que s'il est altéré, ça peut peut-être expliquer ces vertèbres, vous voyez, qui dans les formes graves de scoliose sont plus hautes en avant qu'en arrière. Et puis surtout, alors ça c'est la première idée, croissance en hauteur de la partie postérieure de la colonne, et surtout, il contrôle la croissance du canal rachidien. Ça c'est absolument certain. C'est-à-dire que, étant donné que ce cartilage est actif jusqu'à 5 ans maximum, on peut estimer que les dimensions du canal rachidien sont fixées à 5 ans. Ça, c'est sûr, hein, il faut le savoir, ça paraît assez étonnant, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, Knudson, qui est un autre Allemand qui avait beaucoup vu de vertèbres sèches, l'avait montré déjà il y a très longtemps. Il a étudié, vous voyez, les dimensions du canal rachidien et sur des vertèbres d'âge différents, et à 5 ans, c'est terminé, ça ne bouge quasiment plus. Alors qu'évidemment, les dimensions du corps vertébral, antéro-postério vertical, continuent à grandir jusqu'à la fin de la croissance. Donc ça, c'est très important à retenir. Et cette image de Alain Demigo est très jolie. Elle montre que le canal rachidien, il est fixé. Là, il a mis 8 ans, mais à 5 ans, ça aurait été pareil. Ça ne bouge pas à partir de 8 ans, alors qu'évidemment, le corps va continuer à grandir. Alors, il y a eu des publications qui ont voulu démontrer un peu le contraire, hein. C'est les publications de Holgun, c'est l'équipe de Turc. C'est les publications aussi donc de Japonais, de Chinois, pardon, qui ont démontré que si on vissait des vertèbres d'enfants jeunes, il n'y avait pas de retentissement sur le canal. Mais enfin, quand on voit bien la littérature, on voit bien que ce n'étaient pas des enfants de 2 ou 3 ans qu'ils opéraient, c'était plutôt des enfants de 5, 6, 7 ans, vous voyez. Déjà, si on visse un cartilage qui a plus trop d'action à 7 ans, c'est sûr que le canal rachidien ne va pas être atteint. Il faut quand même peut-être faire attention, de toute façon, ce n'est pas des vissages très fréquents, hein. Je pense que peut-être Federico en parlera.
C'est pas des vissages qu'on fait très souvent. On peut être quand même prudent vis-à-vis de ce cartilage, notamment pour des contraintes sportives très précoces, ça c'est sûr, ça va probablement altérer, bien qu'il n'y ait pas eu de publication là-dessus, ou sur des vissages très précoces, il faut être prudent vis-à-vis des dimensions du canal. Alors après, ce cartilage neurocentral est asymétrique et ça peut-être expliquer ces formes de vertèbres, voyez, qui dans les scolioses graves sont plus hautes en avant qu'en arrière et puis surtout qui sont en rotation. Ça, on l'a étudié, donc on a repris des travaux qui sont quand même très anciens, hein. Nicolas Lodi, c'est 1909. Tout de suite, cet auteur avait démontré qu'il y a une asymétrie de fermeture entre le côté convexe, qui est donc ici du côté droit, et le côté concave. Il y a une fermeture précoce du côté convexe par rapport au côté concave, hein, et ça va alors, ça a été déjà cité par Nicolas Daudy. Ça a été provoqué par Beguiristain qui a opéré des porcelets, qui a vissé, un petit porcelet donc et qui a créé, vous voyez, par vissage, une magnifique scoliose avec la convexité donc qui est du côté vissé et du côté donc de l'étoile rouge, hein. Ça, il a démontré en 80. Ça a été redémontré par Sukato aux États-Unis. Ils reprennent ça, vous voyez, en 2008. Ils revissent, là, c'est toujours des porcelets, hein, donc, et il obtient, vous voyez, une très belle scoliose avec une convexité du côté vissé, du côté du cartilage qui se ferme, avec des radios quand même assez impressionnantes. Hein, c'est quand même c'est un porcelet qui est rendu scoliotique, là. Hein, donc, avec, vous voyez, le vissage. Alors, moi, je dis toujours, bon, c'est une idée en l'air, mais enfin, on pourrait imaginer maintenant, avec les moyens techniques qu'on a, si on avait des formes très sévères, il faut en parler avec les pédiatres qui voient des formes très précoces, hein, on pourrait imaginer une équilibration de la chose en stérilisant les cartilages concaves. Maintenant, avec les moyens hyper sophistiqués qu'on a, ça n'a pas été publié. Je suis la littérature, mais ça n'a pas été publié. Mais c'est une piste peut-être pour rééquilibrer cette asymétrie de croissance. Vous voyez, avec une belle gibbosité. C'est toujours le petit porcelet qui est devenu bossu, là, il a une belle gibbosité, sa vertèbre a bien tourné du côté où le cartilage a été stérilisé. Alors à Bordeaux, on a pu faire maintenant je pense qu'on pourrait plus faire, on a pu faire des scanners de scoliose très précoce et on voit très bien, là ici c'est en lombaire que donc la convexité est toujours de ce côté-là, hein, on voit que le cartilage est plus fermé. En thoracique, c'est pareil, on a montré la chose, donc il y a une fermeture précoce du côté convexe. Alors après, est-ce que c'est cause ou conséquence? On se dit, si le cartilage continue à être actif du côté concave, est-ce que ça va pas dans le sens de la rotation? C'est-à-dire qu'on a finalement dans le sens des flèches rouges, est-ce que ça va pas dans le sens de la rotation? C'est une possibilité. Alors deuxième idée, retenez que le cartilage central contrôle la croissance de la partie postérieure du corps vertébral. Or, depuis Nixon, on sait que dans les formes graves, en rapport, enfin, au même niveau que la scoliose, si vous regardez le plan sagittal, il y a un aplatissement de la courbure thoracique, si c'est en thoracique, il y a une hypocyphose, voire une hyperlordose. Donc, on a une asymétrie, enfin une anomalie de croissance des corps vertébraux qui peut retentir sur le sagittal. Hein, c'est ça la caractéristique de ces formes, là, c'est les lordoscolioses, hein, avec des formes qui sont ultra sévères. Est-ce qu'il n'y a pas participation sur les formes qui démarrent tôt du cartilage central? C'est une possibilité. Donc, on finit par faire des schémas. C'est un ami espagnol, Guiraoun, qui a fait ce schéma, qui met sur le même schéma un peu stylisé, on va dire, l'action néfaste et asymétrique du cartilage central dans la scoliose, avec la rotation et peut-être cette lordose. Il a fait des schémas encore plus compliqués. Je lui ai dit, tu m'expliques, mais je n'ai pas trop bien compris. Mais enfin, il y a réfléchi. Il y a réfléchi, voilà. Voilà, alors pour conclure sur ce premier cartilage, donc fin d'activité à 5 ans, ça c'est sûr. Fermeture plus tardive qu'on voit en scan ou en IRM, mais ça ne veut pas dire que le cartilage est actif. Application clinique, utilisation difficile dans le traitement de la scoliose, des écloses très précoces. Pas de rétrécissement du canal si vissage en 5 ans. Oui, peut-être, on va dire, en fait, il ne faut peut-être pas trop tenter le diable quand même. Alors, deuxième cartilage, maintenant, ce n'est pas une cartilage, c'est une structure d'ossification, c'est le listel marginal. C'est ce qu'on appelle le noyau d'ossification secondaire, donc au niveau de ces listels marginales ou limbus. Alors, ce listel, là, il a été dessiné par notre ami François Diard, qui était radiologue, là, qui s'est intéressé aussi à ça. Vous voyez, il est ici, il est cartilagineux au départ. Il a un fort rapport avec l'annulus et il va s'ossifier aux extrémités, mais on verra qu'il s'ossifie plutôt d'avant en arrière pour finalement disparaître et ne laisser que les plaques cartilagineuses. C'est ça l'évolution dans le temps de
de ce listel marginal ou limbus. Ça, c'est un schéma de Mallet qui a beaucoup travaillé sur la dystrophie de croissance parce que la maladie de Sherman, c'est probablement une maladie de ce listel, hein, ça c'est sûr. Le cartilage central, c'est plutôt la scoliose et le listel marginal, c'est plutôt la dystrophie de croissance ou maladie de Sherman. Alors là, vous avez donc la vertèbre est présentée comme ça, c'est le vertèbre thoracique, hein. Au début, on ne le voit pas, ce listel, là c'est le noyau d'ossification primaire, qui a une forme de grain de café au départ, vous voyez, ici des empreintes de Hahn. Et puis progressivement, on va voir apparaître, donc, mais assez tardivement avec des âges variés, vous voyez, on va voir apparaître plutôt d'avant en arrière une ossification de ce listel, d'avant en arrière, en queue de comète, c'est comme ça qu'on dit, pour au final donner un corps vertébral complètement osseux. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Alors, quelques radios pour montrer, illustrer tout ça. Ça, c'est les radios bien avant que le listel s'ossifie. C'est les radios quasiment de nouveau-né, avec toujours le cartilage neurocentral, le corps qui est presque plus petit que le canal rachidien. Voilà, ça c'est sûr. Et puis, on va un peu plus en avant, donc avec cette empreinte de Hahn. Là, le listel n'est pas ossifié. Et puis, on le voit s'ossifier, vous voyez, d'avant en arrière. Et puis, il est un liseré entre le noyau d'ossification primaire et le listel, puis il va disparaître, évidemment, il va disparaître. Alors, on a des auteurs comme les Japonais qui classifient toujours tout très bien, disent qu'il y a un stade cartilagineux sur les radios simples, hein, qui est ici, avec un aspect arrondi, puis un stade plutôt apophysaire quand on a l'ossification qui se fait au départ, et puis un stade épiphysaire avec la vertèbre qui a sa forme bien classique au final. Alors, dans la dysplasie, la dystrophie rachidienne ou maladie de Sherman, il y a des petits signes par rapport à la vertèbre normale qui est en haut, qu'on appelle le bel arrondi vers l'avant, là, au niveau de ce listel, avec une image un petit peu en coup d'ongle. Ce sont des signes précoces de début de maladie de Sherman. Là, vous avez une magnifique maladie de Sherman avec plusieurs vertèbres qui sont atteintes, des vertèbres d'ailleurs qui sont pas carrées, alors que normalement elles sont carrées, qui sont plutôt rectangulaires, voire même cunéiformes. On voit très très bien que c'est la pathologie, cet aspect irrégulier, c'est le listel qui est altéré de façon plus ou moins étagée. Ça peut malheureusement toucher la région lombaire. Vous avez un bel exemple ici. Et là, c'est un peu compliqué parce que ce sont des sujets jeunes qui sont lombalgiques, qui ont très souvent, ça c'est difficile à expliquer, un canal lombaire étroit. Ils ont souvent un canal lombaire étroit, ils ne sont pas faciles à traiter, c'est les Sherman lombaires, là, particuliers. On en reparlera à la fin. Alors, il y a une pathologie particulière qu'il faut connaître en traumatologie sportive de ce listel, c'est ce qu'on appelle l'avulsion ou le décrochement du listel marginal. En fait, il faut comprendre que le listel est très adhérent à l'annulus et beaucoup moins adhérent au corps vertébral. Donc, s'il y a une contrainte, notamment sportive, c'est un jeune sportif, au lieu que le sportif fasse une hernie discale, il va se décoller son listel et le listel peut reculer. Ce qu'on appelle l'avulsion ou le décollement donc, du listel marginal. C'est comme un décollement épiphysaire. Et alors, sur le plan histologique, il faut bien rappeler, donc, vous avez ici donc, le listel qui est là, là vous avez l'os, l'ossification, enfin le corps, on va dire, hein. Et là, vous avez l'annulus. Et il y a une très forte adhérence du listel à l'annulus, avec le lignus à côté. Et le point de faiblesse, il est là. Et s'il y a un traumatisme, il y aura un décrochage de cette structure-là entre l'os. C'est l'équivalent d'un décollement épiphysaire. Voilà. Donc, ça revient plutôt à ce qui est dans le carré droit. Vous voyez, là, ça peut s'appeler aussi une hernie intraspongieuse rétromarginale postérieure. On peut avoir la même chose vers le devant, mais c'est moins péjoratif. Vers l'arrière, évidemment, ça peut entraîner des compressions radiculaires. Après, ça, c'est un peu à part, c'est les hernies intraspongeuses qui sont à part. Alors, je vous montre. Alors, ça a été là aussi très classifié, c'est par les Japonais, hein, par Takata. Ils voient trois stades. Un stade où c'est la partie, on va dire, périphérique de l'annulus qui est décroché. Là, il y a un peu d'os qui vient avec, dans le type 2. Et le type 3, c'est à proximité du ligament longitudinal dorsal. Il se trouve que là aussi, on avait une petite série. On a eu les 3 cas différents, hein. Donc, ce n'est pas des hernies calcifiées, ça, hein. Ce n'est pas des hernies calcifiées, hein. Ce sont des listels qui sont décrochés avec les différents types qu'on a décrits. Alors, je vous donne un exemple. C'était un jeune joueur de tennis qui fait un smash très violent, qui a un lumbago et des sciatiques tronqués. Je ne sais pas si vous voyez l'image, au plateau inférieur de L4-L5, en fait, il y a cette image qui est là. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il a dû faire vraiment un smash violent parce qu'il y a une décoaptation déjà. On le verra mieux, on va mieux les voir en IRM. Déjà, en scanner, c'est impressionnant.
Oh, ça a bien travaillé. Donc, ça donne en scanner, ça donne ça. Toujours le même individu, toujours le même joueur de tennis. Alors là aussi, dans la discussion, on peut en parler. C'est des traitements en général qu'on obtient la guérison par le traitement conservateur, par infiltration, etc. Il faut opérer, il y a des grosses discussions là-dessus, parce que ce sont des lésions qui sont médianes. Certains même, comme Bonnard à Tours, les opèrent par devant. C'est pas facile à enlever, donc, mais heureusement que dans la grande majorité des cas, on obtient une guérison. Le problème, c'est que si on obtient une guérison, ça va probablement faire le lit de canaux étroit secondaire. Oui, c'est un listel qui est déchiré de longtemps avant, de nombreuses années avant. Ça fait automatiquement un canal étroit acquis du fait de ce décollement épiphysaire. Alors, pour terminer, on a eu aussi à Bordeaux l'expérience de beaucoup de Sherman lombaires associés à des canaux lombaires étroits, des situations complexes. Vous voyez, on sent qu'il y a une pathologie des distels, des disques, une tendance au canal étroit. Et là, il y a cette publication que j'ai retenue là, d'Adenmore qui dit qu'il y a peut-être altération de tous les systèmes collagéniques des cartilages qu'on a décrits, le neurocentral, le distal, qui fait qu'on a cette association qui est assez péjorative. Et ça n'a pas été très validé. C'est juste un article que j'ai trouvé sur ce sujet. Alors, j'arrive maintenant à l'ossification de l'anneau pelvien. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de surveiller l'enfant. Ça va permettre de surveiller l'enfant. Donc, il y a d'abord le cartilage en Y ou triradié, hein, qui est bipolaire, là, qui est au fond du cotyle, qui va progressivement disparaître. Ça, c'est sûr. On sait qu'il va finir par disparaître. Et puis, il y a le cartilage de l'aile iliaque qui va nous servir à surveiller la croissance aussi. Alors, cette fermeture du cartilage en Y, on l'a publié à Bordeaux il y a longtemps avec François Diard. On s'est rendu compte que ce cartilage, globalement, se fermait au début de la puberté. Au début de la puberté. C'est un indicateur intéressant parce qu'à ce moment-là, le test de Risser est encore à 0 pour un moment. Il faut comprendre que le test de Risser, on s'y intéresse beaucoup, mais il passe du 0 au 1 un peu tard dans la poussée de croissance, hein. Il sera très intéressant en fin de croissance à Risser 5. C'est peut-être le plus intéressant. Donc, ce cartilage en Y, il faut bien le regarder au fond du cotyle, hein, il faut le voir. Alors, il y a une idée, d'ailleurs, qu'on apprend aux étudiants, c'est que des fois, on a quelques doutes, c'est rare, mais entre un Risser 0 et un Risser 5. Il y a de telles variations de croissance chez les enfants que des fois, c'est surprenant. Si on a un doute entre le Risser 0 et le Risser 5, c'est la même image radiologique, bien entendu. Eh bien, il faut regarder le fond du cotyle. C'est évident que si le cartilage en Y est ouvert, c'est que ça ne peut pas être un Risser 5. Voilà, c'est ça. Parce que le cartilage en Y est ouvert avant qu'on passe au Risser 1. C'est une petite notion radiologique, mais elle n'est pas inintéressante. Il est évident, alors ça c'est l'image de Jean Dubousset, pour ne pas l'oublier, que si on fait des arthrodèses postérieures à cartilage ouvert, donc très précocement, avant le tout début de la poussée de puberté, on est exposé à ce risque de croissance antérieure qui va se prolonger, donc de vilebrequin. C'est un peu discuté par les Américains, mais c'est quand même pas tout à fait faux. Alors, le noyau d'ossification de la iliaque, vous le savez tous, il va s'ossifier de dehors en dedans pour atteindre la sacro-iliaque, et puis après se fermer. On va dire qu'il y a une disparition de l'espace qui va se faire de dedans en dehors. Il y a une cinétique, on pourrait la corréler à l'évolution des plateaux du listel marginal, mais ce n'est pas facile. Donc, c'est très intéressant de suivre cette cinétique d'ossification du noyau de l'aile iliaque. Si vous avez des doutes pour voir la l'iliaque, parce qu'il y a des gaz qui apparaissent, on peut très bien étudier la cinétique du noyau ischiatique qui évolue à peu près dans le même sens. Le noyau de l'ischio s'ossifie de dehors en dedans, hein. Il a à peu près la même cinétique que le noyau de la l'iliaque. On peut toujours regarder ça aussi. Ça avait été publié. Alors, pour être vraiment très complet, sachez que les Américains n'ont pas tout à fait la même évaluation du test de Risser. C'est Bitan aux États-Unis qui a fait une publication là-dessus. En fait, ils ont une différence entre le Risser 3 et le Risser 4. Vous voyez, à droite, c'est France et Europe, bien entendu, et à gauche, c'est USA. Vous voyez que le Risser 3, les Américains, là, ils le font arriver ici, alors que nous, on le fait arriver donc un peu plus en dedans, et puis ils ne voient pas cette fusion de dedans-dehors du noyau de l'aile iliaque. Bon, c'est des détails, ça, c'est des pinaillantes. Ce qu'il faut bien retenir, c'est l'importance du test de Risser 5, ça c'est sûr. On va insister dessus. Parce qu'en fait, il y a différentes zones, maintenant qu'on a tous ces noyaux d'ossification, hein. Donc, vous voyez qu'il y a dans la courbe de croissance, il y a la pente, enfin la première partie de la pente 1 et 2, on voit que au départ, le cartilage radié va se fermer entre la 1 et la 2. En haut, il va y avoir les noyaux du coude qu'on peut étudier, que je vais vous citer après, qui vont se fermer. Et après, on va
On est toujours dans la puberté, mais dans une pente un peu moins agressive. Et vous voyez que le test de Risser 1, il se positive tardivement. Donc, on a ces différents indicateurs radiographiques qu'il faut bien connaître. Et là, on a bien résumé les choses. Si vous avez le cartilage en Y qui est ouvert et un Risser 0, c'est Alain qui le dit, le risque d'aggravation angulaire d'une scoliose est multiplié par 3. Si vous avez le cartilage en Y qui est fermé, mais qu'on est à Risser 0, on est à un risque d'aggravation qui est multiplié par 2. C'est un peu théorique, mais ce n'est pas tout à fait faux. Après, si on est à Risser 1, on a un risque d'aggravation de 1,5. Risser 3, que de 2%. Et Risser 5, 0. C'est fini, ça ne s'aggrave plus. C'est ça le bon indicateur, c'est qu'il n'y a plus d'aggravation, donc fin du traitement. Alors, il y a d'autres méthodes d'évaluation. Je vais aller très, très vite pour ne pas fatiguer parce qu'on n'est pas des radiologues. On peut travailler sur le Grealish-Pite, c'est-à-dire on s'intéresse donc au poignet et à la main. Ça, pour se rappeler que pour les plus jeunes, que les sésamoïdes de Pollex apparaissent, se s'ossifient au début de la puberté, à partir du moment où le cartilage en Y se ferme. Après, il y a le score de Sanders qui est très compliqué. Il étudie en fait tous les cartilages des os des métacarpiens et des doigts. Donc voilà, vous avez la classification qui est là. Aucun problème. Après, on peut s'intéresser au coude. Et Sauvegrain avait bien démontré qu'il y avait une cinétique de fermeture des noyaux du coude. Alors, en 1, le capitulum, puis l'épicondyle médial, puis la trochlée, puis l'épicondyle latéral. C'est un genre d'évaluation. Et on peut même rajouter, pour être plus complet, on peut situer là, entre le 1 et le noyau de la tête du radius et le noyau de l'écran. Donc, on peut travailler sur le coude. Et ce qu'on peut dire, c'est que si tous ces cartilages sont fermés, c'est assez précoce, eh bien, l'enfant est en haut de sa pente d'aggravation. Il va encore grandir, ça c'est sûr. Après, pour ce qui est tout bassin et hanche, il y a ce qu'on appelle le score d'Oxford. On tient compte, donc vous l'avez compris, du cartilage en Y, du cartilage de l'hémiaque, au grand trochanter, au petit trochanter. Et maintenant, c'est tellement complet qu'il y a des systèmes de logiciels qui permettent de faire un calcul. Principalement, on voit plutôt des radios de la main. Voilà. Alors maintenant, très rapidement, les périodes de croissance. Donc on sait très bien que l'enfant, donc le garçon, va grandir un peu plus tard que la fille, avec un petit retardé. On sait surtout qu'on va travailler sur la mesure taille assise. Alors, je me suis amusé à marquer que la mesure taille assise, finalement, on l'a fait entre le sommet du crâne, donc on intègre la vertèbre crânienne, on y croit, si on veut le croire, et puis le bassin, la vertèbre pelvienne. On intègre vraiment ces deux vertèbres en haut et en bas, parce que c'est comme ça qu'on mesure cette taille assise. Alors, pour rappeler, pour les plus jeunes, la vertèbre pelvienne, elle est au-dessus de la colonne, une image qui choque, évidemment, dans les scolioses paralytiques. Le bassin va être embarqué, la vertèbre pelvienne va être embarquée dans la déformation. Ça va donner un bassin oblique. Ça, on ne peut pas nier le fait que c'est intégré dans le système de la. Après, donc, quand on regarde cette colonne sur un sujet normal, on a ces chiffres classiques. Et à l'âge adulte, et pareil pour la fille. Il faut se rappeler qu'il y a deux pics de croissance. Hein. Le pic pubertaire est très connu, mais il y a aussi un pic pubertaire précoce. Alors en fait, là, je donne des schémas de Di Meglio et de Federico Canavese, qui est dans un différent. Il y a 3 périodes dans la croissance postnatale, de la naissance à 5 ans, de 5 à 10 ans, et donc la période de la puberté. Alors dans la période de la naissance à 5 ans, on a une croissance d'à peu près 2,2 cm par an. Vous voyez, c'est une période, ça grandit pas mal. L'ossification rachidienne, elle n'est pas du tout obtenue. On est à 65%. Ça va vite puisque c'est 30% à la naissance. Et on peut estimer que dans cette période-là, le canal rachidien a ses dimensions complètes. Donc, risque d'aggravation de la scoliose, bien entendu, assez sévère. Après, vous avez la période qui est meilleure, on va dire. Hein. C'est la période entre 5 et 10 ans. Vous voyez, la vitesse de croissance est plus faible. Les membres inférieurs vont grandir plus que le tronc. On va dire que c'est l'âge heureux. C'est l'âge heureux. Et puis après, vous avez ça va se réaggraver. Donc, vous avez la période de poussée de croissance avec une prise de taille plus importante. Le tronc va grandir plus que les membres inférieurs.
Voilà, et c'est évidemment le risque d'aggravation se réapparaît. Donc, en fait, pour nos deux amis montpelliérains de Clermont-Ferrand, le segment stratégique, c'est T1 S1 avec des formes de RTB. On a un ratio de croissance, vous voyez, qu'il faut retenir, hein, avec en vert la colonne thoracique, en jaune la colonne lombaire. Donc, on peut estimer qu'à maturité osseuse, le segment T1 S1 fait 49% ou 50% de la taille assise. Segment T1 T11, le segment thoracique, fait 30%. Le vertèbre thoracique fait 2,5% de la hauteur. Le segment L1 S5 fait 20% de la taille assise. Les vertèbres sont évidemment plus hautes, donc 3,5%. Il y a des repères endocriniens qu'il faut rajouter à tout ça, notamment des règles qui sont essentielles et qui apparaissent plutôt dans pubis et maxillaire. Et on a ce schéma où on met de Madame Duval-Beaupère qui est articulatif. On met des points de repère. Alors, le point P, donc ça pourrait être les premiers poils qui apparaissent au niveau de la cartilage grec qui se ferme. Première règle, on les met ici. Là, on a le RICER 5 qui apparaît ici. Duval-Beaupère n'avait pas décrit la pente P4, hein, ça c'est l'aggravation à la place. Ajouter cette pente P4 après la ménopause. Alors, je vais terminer, pour être complet, sur la croissance du thorax et du développement des poumons. Ça, on s'arrêtera après là, avec donc là aussi la participation de Federico Canavese. À la naissance, le volume de la cage thoracique, vous voyez, est assez faible pour arriver à 100% à 18 ans. Et ce volume va progressivement augmenter, ça c'est sûr. Là aussi, il y a des chiffres. Le volume thoracique est multiplié par 5, c'est énorme, entre la naissance et 5 ans. Il est multiplié par 2 entre 10 ans et l'âge adulte. Donc, la première période, là, pour le thorax, c'est très, très, très important. Et à l'intérieur du thorax, c'est ça qui est intéressant, voir les viscères. Et donc, on estime que plus de 85% des alvéoles sont développées après la naissance. Elles sont développées en nombre et en taille. Donc, on a d'alvéoles, ça va passer à 300 millions très rapidement. Donc, la période de 0 à 5 ans est très importante pour eux. Et on se rappellera par rapport au thorax que la scoliose est tridimensionnelle. Là, je pense que vous avez tous en tête ce schéma génial encore de Jean Dubousset, qui est de 2003, qui oppose, qui dit qu'il y a une genre de pénétration donc, de la colonne thoracique dans la cage thoracique. Donc, il appelle ça la saillie endothoracique avec compression convexe. La saillie endothoracique, on la connaît moins si on n'a pas de scanner. Original, il faut rappeler. Et donc, on finit par avoir un syndrome d'insuffisance thoracique pour des formes très précoces. Hein, c'est un syndrome restrictif par compression pulmonaire avec hypertension pulmonaire. On appelle chronique pulmonaire et parfois décès. Et donc, on arrive à une insuffisance respiratoire, là, bien décrite par personne, avec augmentation de la mortalité. Moi, j'ai moins d'expérience. On parlera mieux que moi, mais dans la discussion. Mais on a des problèmes donc de respiration, forme très sévère avec un effet domino hyper complexe. Et donc, ça devient finalement, au début, c'est une maladie orthopédique. Hein. Ça devient, bon, il y a une croissance anormale, et puis progressivement, il y a une grosse déformation de la cage thoracique, et ça devient une maladie. On parle du système orthopédique au système cardiaque. Alors, j'en arrive à mes conclusions. Le cartilage neurocentral, vous voyez, contrôle les dimensions du canal rachidien. Il est probablement atteint dans les scolioses infantiles. Le listène marginal, c'est le cartilage de la maladie de Sherman. Et il est atteint aussi dans un arrachement traumatique. Il faut connaître ces arrachements. Le cartilage en Y se ferme avant le test de RICER 0, début de la puberté. RICER 5, c'est fini, ça n'évolue plus. On peut s'appuyer sur des études de noyau-ossification de la main, Sanders ou du coude sur le crin. C'est une alternative. Il y a 2 pics de croissance avant 5 ans et à la puberté. Et la croissance alvéolaire est directement liée. Là, c'est la biblio, si vous
c'est Bordeaux que je vais quitter. Et ça, c'est la vague de Bellara. C'est le Pays Basque où je vais aller. Donc, attention à l'effet d'optique. Derrière, vous avez la Rune qui fait 900 mètres. La vague ne fait pas 900 mètres quand même. Mais elle en fait bien 20. Elle en fait bien 20. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Vital. Je pense que dans la salle, il y aura quelques questions. Vous pouvez commencer avec une. Pourquoi, moi je fais pas beaucoup de traumato, mais il m'arrive de temps en temps de laisser un morceau de vertèbre dans le canal, s'il n'y a pas de signe neurologique, de ne pas aller le chercher. Et après, il est limé certaine façon. Je ne sais pas si c'est le LCR ou quel est le mécanisme exact. Alors que vous avez montré que si c'est le listel qui se décroche, finalement, il s'ossifie, il va faire un canal lombaire étroit. Est-ce que vous avez une idée là-dessus En traumato, on a pensé au LCR. C'est vrai, c'est ce qu'on appelle le remodelage du canal. En fait, je pense que ça dépend des lois de Wolff. C'est-à-dire que chez l'adulte, quand tu as une fracture, les contraintes, une fois que la fracture aura consolidé, vont passer au niveau des disques, au niveau des articulaires, et n'ont aucune raison de passer dans le canal. Donc, le fragment osseux qui ne reçoit pas de contrainte va se résorber. Bon, c'est ça au niveau des clavicules. Quand il y a une fracture de la clavicule, tu as des cals vicieux qui sont énormes, et puis au bout d'un certain temps, ça disparaît. Je crois que c'est ça l'explication. Alors, pourquoi je ne dis pas que tous les limbus vont faire un canal étroit. Là, nous, on en a trouvé certains. Là, c'est peut-être pas tout à fait le même contexte de traumatologie, mais il y a peut-être des limbus qui finissent par se résorber aussi, comme en traumatologie classique. C'est un cas péjoratif, mais ils ne sont peut-être pas tous péjoratifs. Mais la cause de ce remodelage, c'est la loi de Wolff. S'il n'y a pas de contrainte sur l'os, il n'y a aucune raison que les contraintes aillent dans le canal, l'os se résorbe. D'accord, vous pensez pourquoi il y a plus de Scheuermann chez le garçon que chez la fille? C'est compliqué, Sherman, parce qu'il y a du génétique, il y a des contraintes mécaniques. Est-ce que les garçons ont que les filles ça ne savait pas à quel niveau on met l'éthiopathogénie de la maladie Sherman, elle est complexe. On sait que l'élément anatomique atteint, c'est le listel, mais tu dois avoir une idée, toi aussi, non? Oui, il fait ça. Sur le rugby, à nouveau, Oui. les très jeunes sportifs, on a analysé les grands skieurs, on a fait une grosse étude là-dessus, les jeunes rugbyman en école de rugby, et tous les grands skieurs, ils ont tous des Scheuermann couverts, enfin, de surpression à cause du surentraînement. Et il y a ce questionnement de savoir s'il faut autant entraîner des Ah oui, ça c'est sûr. croissance. Ça c'est les contraintes, hein, c'est sûr. Ouais. Incroyable. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait souvent des canaux étroits associés? Pas vraiment. On en a vu quelques-uns. Ça, c'est... Pour les opères, mais... D'accord. Et à quel âge vous avez vu ça? Très jeune, on les suit dès l'âge de 11 ans. Et dès l'âge de 11 ans, ça fait Scheuermann normal? On a fait venir des quarts entiers de jeunes skieurs par les clubs des Alpes, là, et c'est impressionnant comme Ouais. les clubs des Alpes. Et les très grands champions qu'on voit, ils ont tous le même aspect que l'homme. C'est quel Scheuermann? Est-ce que c'est possible de préciser pourquoi le vissage des pellicules, là, par les Allemands, là, chez le cochon, la déformation se fait dans la convexité, Oui. alors qu'on s'attendrait à ce que ça soit... On s'attendrait à ce que ça soit dans la concavité, puisque ça grandirait moins. Pas vu mon schéma. Si c'est mon schéma. Si, j'ai vu le schéma. Il montre l'inverse, le schéma. Si tu as un cartilage qui est plutôt ouvert du côté concave, l'arc postérieur va continuer à grandir un peu plus longtemps. Donc, alors là, c'est sûr que vraiment, le cartilage, il est fermé du côté, il est fermé du côté convexe, soit artificiellement, soit naturellement. Oui. C'est un peu surprenant. Mais Comme ça. Hein. Ouais. Dans ces expériences-là, il y a aussi quelque chose qui rentre en ligne de compte, parce qu'ils ont fait le vissage d'avant en arrière. C'est-à-dire qu'ils n'entraînent pas de fibrose dans la région postérieure du rachis. Ouais. Et là, il n'y avait aucune déformation qui se faisait. En fait, et une des conclusions, c'est qu'il y a aussi sûrement dans l'abord chirurgical des petites lésions neurologiques, des lésions, des zones de croissance qui se font à minima, et qui vont aussi participer à la déformation. Parce que là, dans des travaux qu'ils ont fait après, quand on met la vis d'avant en arrière et qu'on met à travers le cartilage neurocentral d'avant en arrière, ça Pas de problème. n'entraîne aucune déformation. D'accord. Pas facile hein, de faire ça d'avant en arrière. Bon. Mais ça se fait. Ça se fait, oui. Non, mais ça a été publié. Mais elle est connue, la publication des Turcs, là, elle a fait, oui, tout à fait.
Une dernière question. À la lumière de ce qui est brillamment dit, quelles recommandations proposer pour l'initiation au sport, ensuite la confirmation et la professionnalisation au sport? Vers quel âge on peut initier les enfants au sport? Trop tôt quand même, avant 5 ans, tu sais, les petites gymnastes en Chine, elles démarrent à 2-3 ans. Hein, avant 5 ans quand même, c'est Un peu tôt. Moi, j'ai vu une thèse de bioméca sur le sport, justement. Et en fait, il disait que surtout, il fallait faire du multisport quand tu étais petit, pour pas faire des lésions uniques d'un seul segment de l'appareil locomoteur. Et que les jeunes qui faisaient du multisport, finalement, ils étaient meilleurs. en petite quantité. Question par rapport au RICER, au cartilage en Y, aux règles. Dans certains centres de pédiatrie, on dit qu'on peut commencer à envisager une correction chirurgicale de la déformation avec une arthrodèse à RICER 1. Mais RICER 1, c'est peut-être trop tard au vu du schéma de croissance. Alors, est-ce que RICER 0, quand le Y est fermé, on peut l'envisager? Et si on a une scoliose qui évolue rapidement, plutôt que de faire de multiples chirurgies avec des tiges de croissance? Ça dépend de chaque équipe chirurgicale, des indications, mais le RICER1, se retenir, c'est tard. Hein. C'est positif tardivement. Hein. C'est vraiment dans la deuxième partie de. Après, je ne peux pas te répondre, ça va dépendre des attitudes de chaque équipe. Hein. S'il y en a qui font des corrections définitives à RICER 0, cartilage en Y fermé? Dans quelques cas, oui. Ponctuellement. Oui, ça dépend aussi de la hauteur thoracique, mais on a vu que finalement, à 5 ans, il y avait déjà 75%. Oui, c'est vrai. Donc, c'est déjà pas mal. Non, mais c'était une scoliose qui évolue vite. Moi, je suis d'accord. J'ai encore une question. Je me rappelle d'un topo de Dimeglio. Je me rappelle du topo de Dimeglio qui disait il faut faire attention au thorax des jeunes femmes et que pour lui, il y avait un concept de RICER 6 ou RICER, voilà. Et il disait, il a présenté des photos de dos de jeunes filles et puis ensuite, c'était pas le même thorax. Et que penser de la croissance post? Est-ce qu'il y a une croissance costale et est-ce qu'on peut agir encore sur la gibologie, etc. Est-ce que ce concept... Déjà, il y a une discussion par rapport au RICER 5. C'est vrai sur le traitement orthopédique. Il y a une grosse discussion sur à quel moment il y a beaucoup d'équipes qui arrêtent à RICER 4. Moi, je pense qu'il fallait que RICER 5. Voilà. Le 6, je ne le connais pas. Dans le parler, si Jean l'a dit, il a raison. Mais attention, là, il faut surtout raisonner par rapport au traitement orthopédique. Attention aux arrêts précoces, aux scolioses un peu agressives. Je crois qu'il faut aller au moins à un vrai 5 avant d'arrêter. Moi, j'aimerais que les spécialistes du traitement orthopédique là, confirment. Oui, si les gens acceptent, et il y a des aggravations tardives. Hein. Il y a des fois c'est ce que dit un peu Zaki, c'est que ça peut s'aggraver un peu tardivement. Alors, peut-être pas tout à fait à l'âge adulte mûr, mais attention à ces fins de croissance quand même. Il faut aller un peu, des fois assez loin. Avec plaisir.